À la une de l'actualité, le roi Felipe condamne l'attitude des dirigeants catalans qu'il juge irresponsable. Le président de la Catalogne lui l'assure, la déclaration d'indépendance n'est plus qu'une question de jour. 48 heures après le référendum d'autodétermination, le bras de fer se poursuit donc. Ce mardi, la grève générale a été massivement suivie dans la région. Le projet de loi antiterroriste largement adopté à l'Assemblée nationale, objectif sortir de l'état d'urgence instauré après les attentats de novembre 2015. La gauche dénonce un texte liberticide, trop laxiste, réplique-t-on à droite. Prochaine étape, son examen par les sénateurs. Aux États-Unis, les enquêteurs cherchent toujours à cerner la personnalité du tueur de Las Vegas. Si le mobile reste flou, ils en savent plus désormais sur sa préparation très méticuleuse. Voilà pour les titres. Bonjour, soyez les bienvenus sur France 24. Ils se sont mis en marge du droit et de la démocratie. Dans une allocution télévisée d'une rare fermeté, le roi Felipe a condamné l'attitude des dirigeants catalans. 2 jours après le référendum d'autodétermination jugé illégal par Madrid, le bras de fer se poursuit donc avec les indépendantistes. Il pourrait même se durcir dans les prochains jours. On écoute le roi d'Espagne. Nous sommes arrivés au point culminant d'une tentative inacceptable d'appropriation des institutions historiques de Catalogne. Ces autorités, de manière claire et indiscutable, se sont mis en marge du droit et de la démocratie. Un discours de 5 minutes pendant lequel le roi Felipe s'est posé en garant de la souveraineté nationale. À Madrid, les précisions de notre correspondante Mélina Huette. C'était un message à nation enregistré, 5 minutes, donc très très court. C'est un rappel de la règle. Il a affirmé que les indépendantistes ont porté atteinte aux lois de l'État. Il a eu des mots très forts. Ils ont réussi à diviser la société. Il a dénoncé leur comportement, je cite, irresponsable. C'est une forme de déloyauté. Et puis, on l'attendait sur une forme de dialogue. Et il a d'abord souhaité s'adresser aux Catalans, mais attention à pas à tous les Catalans, d'abord ceux, je cite, préoccupés par les agissements de leur exécutif en Catalogne. Il leur a dit, vous n'êtes pas les seuls, vous avez notre solidarité et puis la garantie de l'état de droit. Finalement, il ne s'est pas du tout adressé aux 70% de Catalans qui veulent un référendum et qui ne sont pas tous d'ailleurs pour l'indépendance, puisque pour rappel, le dernier sondage donne 41% de oui à une véritable autonomie. Donc tous ne veulent pas l'indépendance, mais tous veulent voter, en tout cas une grande majorité. On sent dans ce discours une forte touche du PP, du Parti populaire, qui est le parti conservateur au pouvoir en Espagne, à la tête duquel Mariano Rajoy. Il n'y a pas vraiment d'avancée, pas de proposition, je l'ai dit, pas d'appel au dialogue, et c'est pourtant ce qu'on attendait d'un tel discours exceptionnel du roi. Et une chose encore, sauf à de rares exceptions, et c'est peut-être le cas ce soir, on ne le sait pas, les discours de la couronne sont écrits par le gouvernement et puis relus ensuite et validés par le palais. Donc on sent finalement cette touche avec des mots qui ont été parfois employés par Mariano Rajoy lui-même le soir du référendum. Et le président de la Catalogne a répondu au roi Felipe. Pour Carles Puigdemont, la proclamation de l'indépendance catalane n'est plus qu'une question de jour. La Catalogne, où la grève générale a été fortement suivie ce mardi par les pro-indépendance, il dénonce les violences policières lors du référendum de dimanche. Ce mardi, ils étaient des dizaines de milliers à défiler dans plusieurs villes de la région. Explication, David Gilbert. Après une journée passée à défiler, ils sont des milliers à avoir convergé vers le quartier général de la Guardia Civile à Barcelone. Le point d'arrivée de la mobilisation de ce mardi, qui répond aux violences policières survenues 2 jours plus tôt. Ils ont frappé à coups de matraque des personnes âgées, des enfants et des gens qui voulaient seulement voter. Ailleurs dans Barcelone, les partisans d'une Espagne unie, qui demandent la démission du président de la région, paraissent bien peu nombreux. Car du côté des indépendantistes, la grève générale décrétée par les syndicats catalans tourne à la démonstration de force. Toute la région est au ralenti. Parmi les centaines de milliers de manifestants, de nombreux dockers du port de la ville qui ont massivement débrayé. Ce n'est pas une histoire d'indépendance, de oui ou de non. C'est une histoire de fierté, du droit de protester, de s'exprimer, ce que nous refuse ce gouvernement.
2 jours après le référendum, la rancœur contre les forces de l'ordre et le gouvernement central est encore tenace. Malgré les appels à une médiation internationale, le bras de fer entre Madrid et Barcelone devrait continuer. 415 voix pour, 127 contre et 19 abstentions en France. Les députés ont largement adopté le projet de loi antiterroriste voulu par le gouvernement. Il doit prendre le relais de l'état d'urgence en vigueur depuis près de 2 ans. Un texte présenté par le ministre de l'Intérieur comme une réponse durable face à une menace durable. À l'Assemblée nationale, les précisions de notre envoyée spéciale, Alexandra Renard. Cette nouvelle loi qui renforce la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure en France a été présentée en juin dernier et elle est passée ce mardi haut la main avec 415 votants pour et 127 contre. Ce qui change, c'est que la France cesse d'être sous un régime d'état d'urgence comme elle l'était depuis 2 ans, depuis les attentats qui ont eu lieu en novembre 2015 à Paris et en région parisienne. C'est un changement radical puisque désormais les dispositions intègrent directement le droit commun, des nouvelles dispositions, des nouveaux instruments pour les autorités françaises qui vont permettre simplement de lutter contre le terrorisme de façon permanente. Des dispositions comme par exemple la possibilité de fermer de manière administrative certains lieux de culte quand il y aura à l'intérieur de ces lieux de culte des suspicions d'apologie du terrorisme ou bien d'avoir accès pour les services de renseignement français aux communications via Internet en passant par le système herdien. Donc aujourd'hui, cette loi est jugée liberticide encore pour certains, laxiste pour d'autres, mais pour la majorité des députés français aujourd'hui, elle est utile et nécessaire. Un vote à l'Assemblée nationale qui intervient 2 jours après l'attaque au couteau de Marseille. Bilan, je vous le rappelle, 2 morts. Sur place, l'enquête avance. 5 personnes ont été interpellées. Au moins 4 d'entre elles ont été placées en garde à vue pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Des perquisitions ont également été menées ce mardi dans la cité phocéenne. Autre affaire qui prouve que la menace terroriste reste très forte en France, celle des bonbonnes de gaz retrouvées ce week-end au pied d'un immeuble parisien du 16e arrondissement. 5 personnes ont été interpellées. Parmi les personnes toujours en garde à vue, au moins une était radicalisée. Stéphanie Pérez. 2 bonbonnes de gaz posées par terre. Au moment où une riveraine prend cette photo ce week-end au petit matin, elle ne sait pas qu'il s'agit d'une partie de la bombe qui vient d'être retrouvée. Samedi, le réveil a été brutal pour les habitants de cet immeuble cossu du 16e arrondissement. 4 bonbonnes de gaz au total ont été découvertes dans ce hall d'entrée vers 4 heures du matin. C'est cet habitant du rez-de-chaussée qui a donné l'alerte et gardé son sang-froid. La chose que je peux vous dire, c'est que j'ai coupé les bonbonnes de gaz, je les ai sorties dehors et qu'ensuite j'ai appelé, en fait en même temps j'avais la police et les pompiers au téléphone, c'est eux qui m'ont aidé, il faut les remercier aussi. Et voilà, après j'ai pas de détails supplémentaires. Comment vous les avez repérées les bonbonnes? Parce que ça sentait le gaz et l'essence, vous imaginez quoi? Il y avait quoi faire péter tous les meubles. L'engin neutralisé par les enquêteurs était perfectionné. 4 bonbonnes de gaz aspergées d'essence et reliées par un téléphone comme dispositif de mise à feu. Un autre téléphone devait déclencher l'explosion. L'un des 2 n'a pas fonctionné. Pourquoi une bombe dans cet immeuble tranquille? Les habitants ne comprennent pas. C'est la porte à côté de chez moi, madame. J'ai juste au-dessus. Ça aurait pu péter 5 minutes avant. Si j'allumais une cigarette, ça pétait 5 minutes avant. L'analyse des engins a vite parlé. Une empreinte relevée sur une bonbonne conduit à un homme fiché S, connu pour sa fréquentation du milieu djihadiste. Lui et 4 personnes de son entourage ont été interpellés dans plusieurs villes de l'Essonne. Son domicile a été perquisitionné à Brétigny-sur-Orge. Aucune piste évidente sur la cible. Hypothèse envisagée, le ou les poseurs de bombes auraient pu se tromper d'adresse et avoir voulu viser l'homonyme d'un des habitants. Je vous le disais en titre, les enquêteurs américains cherchent toujours à en savoir plus sur la personnalité du tueur de Las Vegas. Si son mobile reste flou, sa préparation, elle, se révèle très méticuleuse. On fait le point sur place avec notre envoyé spécial, Philippe Krauser. Ce qui nous manque toujours, c'est le mobile de ce tueur. On ne sait toujours pas pourquoi il a actué de cette manière. Aucune indication du shérif local, des autorités locales et non plus du FBI
sur les motivations du tueur de ce retraité de 64 ans. Alors on a quand même quelques détails de plus sur comment il a commis ces meurtres. On sait par exemple du shérif, et il a prononcé ces mots il y a seulement quelques minutes, le tueur avait installé des caméras à l'intérieur de la chambre d'hôtel. Dans cet hôtel-ci, c'est le Mandalay Bay Resort dans le centre-ville de Las Vegas. Il y avait donc des caméras à l'intérieur de cette chambre et à l'extérieur, selon le shérif. La situation la plus probable, c'était pour pouvoir voir si des forces de l'ordre étaient en train d'arriver. On sait aussi que l'arsenal qu'avait ce tueur était encore plus grand de ce qu'on savait il y a seulement quelques minutes. On savait qu'il y avait 42 armes en total entre cette chambre d'hôtel et la maison du tueur à 1 heure d'ici de Las Vegas. Alors il y avait une troisième maison avec encore 7 armes de plus, 5 pistolets, 2 fusils de chasse, mais toujours pas de mobile. Le plus proche qu'on a d'un mobile, ce sont les mots en fait du président américain, de Donald Trump, qui s'est prononcé sur cette tuerie ce matin à la Maison-Blanche. Il parlait d'un homme dérangé et fou et un homme malade. C'est tout ce qu'on a en termes d'un portrait psychologique, si vous voulez, de ce tueur. Il n'y a rien en termes de mobile de la part du FBI ou du shérif local ici à Las Vegas. Il aura attendu 2 semaines avant d'effectuer le déplacement. À Porto Rico, Donald Trump est venu constater l'ampleur des dégâts causés par le passage de l'ouragan Maria. Sur place, la population, vous allez le voir, est à bout, exaspérée par l'absence d'électricité et le manque d'eau potable. Ashreen Verdian. Une visite bien tardive pour les Portoricains, 2 semaines après le passage de l'ouragan Maria. Donald Trump, très critiqué sur sa gestion de la crise, est venu calmer le jeu, mais le choix de ses mots est une nouvelle fois empreint de maladresse. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour Porto Rico et c'est bien. Nous avons sauvé de nombreuses vies, tout décès est horrible, mais si vous prenez une vraie catastrophe comme Katrina, ici, il n'y a eu que 16 décès contre des milliers pour Katrina. Vous pouvez être très fiers de vous et de tout le monde ici. Donald Trump est ensuite allé à la rencontre d'habitants, une parenthèse très encadrée destinée à redorer son blason après une violente passe d'armes avec la maire de la capitale. Le président américain l'a accusée d'attentisme et de leadership médiocre après les critiques qu'elle a émises sur la lenteur des secours déployés par l'État fédéral. Porto Rico a en effet l'impression d'être un territoire négligé et ses habitants des citoyens de seconde zone. Ce que nous voulons de l'aide fédérale, c'est de recevoir des fonds à la hauteur de ces dégâts, que les citoyens de Porto Rico soient traités comme ceux de Floride ou du Texas. Pour le moment, seuls 5% de la population portoricaine a accès à l'électricité, moins de la moitié à l'eau potable, sans parler des pénuries d'essence et surtout des dégâts innombrables. La facture pourrait dépasser les 30 milliards de dollars. Washington n'est pas resté les bras croisés dans le dossier des attaques acoustiques contre ses diplomates à La Havane. Ce mardi, les États-Unis ont pris la décision d'expulser 15 employés de l'ambassade de Cuba dans la capitale américaine. Inacceptable, estime le ministre cubain des Affaires étrangères. Pour rappel, depuis fin 2016, 22 diplomates américains ont subi des lésions importantes en raison de ces attaques, des pertes d'audition, des vertiges ou encore des problèmes d'équilibre. Dans le reste de l'actualité, il fut le premier président non-arabe de l'Irak. Malad Jalal Talabani est décédé ce mardi en Allemagne. Il avait 83 ans, grand défenseur de la cause kurde. Il fut pendant de longues années la bête noire de Massoud Barzani, l'actuel président du Kurdistan irakien. Portrait signé David Gilbert. Jalal Talabani n'a pas pu voter pour l'indépendance du Kurdistan. Peu avant le référendum organisé la semaine dernière, l'ancien président irakien avait dû partir se faire soigner en Allemagne. Il était l'une des figures de la cause kurde depuis ses premiers pas de militant nationaliste dans les années 40. En 1975, il fonde son propre mouvement, l'Union patriotique du Kurdistan, après un désaccord avec le Parti démocratique du Kurdistan de son mentor, Mustafa Barzani. Les dissensions se poursuivent avec Massoud Barzani, fils et successeur du précédent et actuel président du Kurdistan. La concurrence entre l'UPK et le PDK va marquer le mouvement kurde en Irak pendant des décennies.
Ils réussissent à s'allier lors de la grande révolte kurde de 1988 contre leur ennemi commun, Saddam Hussein, avec qui Talabani négocie une certaine autonomie du Kurdistan à l'issue de la première guerre du Golfe. Mais la situation dégénère à nouveau dans le courant des années 90 entre factions rivales ainsi qu'avec Bagdad. Nous ne sommes pas prêts à parler avec Saddam Hussein. Nous pensons que c'est un boucher, un dictateur. Nous combattons aux côtés des autres forces irakiennes pour le renverser. Jalal Talabani aura gain de cause 7 ans plus tard. C'est l'invasion américaine, la chute de Saddam et l'élection présidentielle en 2005 qui font de lui le premier président kurde de l'histoire du pays. Celui que l'on appelle Oncle Jalal au Kurdistan œuvre alors à la réconciliation entre les différentes communautés irakiennes. Mais ses 3 mandats sont marqués par ses problèmes de santé et ses allers-retours en Allemagne, où il s'est éteint ce mardi. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.